Nous disions, comme l'affirme Allan Kardec, que l'obsession est de nature pandémique, car nous avons déjà entendu parler de villes connaissant périodiquement de terribles perturbations. Et à l'époque de Kardec, plusieurs villes, en France surtout, furent infestées sous le coup d'esprits. Loudun est l'une d'elles, où des esprits religieux prenaient possession des nonnes devenues folles, d'un instant à l'autre, dans leur couvent, ainsi que de la population. Il fallut donc prendre des mesures strictes, des mesures gouvernementales, des mesures médicales et une assistance médiumnique. À l'époque, l'hystérie était considérée comme une pathologie de l'utérus. Et comme souvent la personne n'avait pas encore noué de relations ou eu de relations sexuelles, on expliquait que les hormones qui n'étaient pas libérées entraînaient des troubles mentaux, ce qui faisait de l'hystérie une pathologie résultant du non-exercice de la sexualité. Plus tard, à l'université de la Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, l'éminent physiologiste et pathologiste, commença à se consacrer à l'hypnose pour vérifier l'origine de l'hystérie et de l'épilepsie. Il réalisa des travaux remarquables qui attirèrent des scientifiques européens, dont Freud, qui s'installa à Paris et étudia avec lui pendant 5 années. Ce fut justement à Paris que Freud découvrit l'inconscient, car Charcot avait détecté ce niveau souterrain du cerveau, auquel lui et un autre physiologiste avaient donné le nom de subconscient, au-dessous de la conscience. Et Freud s'était rendu compte que des informations étaient stockées dans l'inconscient profond de l'individu. Plus tard, il proposera la supraconscience. Puis d'autres scientifiques, psychiatres, comme Jung, offriront leur contribution en disant que le cerveau est constitué de 3 niveaux: la supraconscience, la conscience et l'infraconscience ou l'inconscient, que Jung divisera en inconscient collectif et inconscient individuel. Par conséquent, il est clair que l'hystérie n'est pas exclusivement de nature utérine, car les hommes aussi sont hystériques. La thèse est de Freud. Elle fut adoptée par l'école adverse à celle de la Salpêtrière à Paris, dite école de Nancy, dirigée par le docteur Liébaud. Il affirmait que l'homme, dans ses réactions nerveuses, a aussi des crises hystériques. C'est un fait, ce sont des troubles nerveux, ce sont des troubles de l'inconscient qui amènent l'individu à présenter des troubles très profonds. Mais certains états de nature psychique n'entraient pas dans la nomenclature traditionnelle. Il n'était ni névrosé, ni hystérique, il n'était pas épileptique, il n'était pas psychophrène, et ils étaient classés de phénomènes métapsychiques. Méta en grec signifie au-delà, au-delà du psychisme. Des phénomènes se produisent. Et la métapsychique fut créée par William Crookes, physicien anglais, et Charles Richet, physiologiste français, lauréat du prix Nobel. Grâce à la physiologie, il fut considéré comme le plus grand scientifique français du XIXe siècle. Ces phénomènes métapsychiques se produisaient donc chez des créatures humaines. Pendant 40 ans, Richet a étudié les médiums les plus remarquables et définit que nous avons un 6e sens. Il choisit de créer une science, la métapsychique, pour expliquer ces phénomènes selon lesquels les êtres humains ont un 6e sens, le sens métapsychique. Mais des événements se produisirent après cela entre 1885
quand il publia le traité de métapsychique, qui est un traité scientifique, et 1925. Il poursuivit l'étude pendant 40 ans des paranormaux, tant en Europe que dans le Nouveau Monde américain, et finit par conclure que la métapsychique ne suffisait pas à expliquer tous les phénomènes, comme quand une personne entre en transe et parle une langue morte, une langue difficile à comprendre, que seuls des experts rares savent parler. Par exemple, une enfant née à Genève perdit soudainement la capacité de parler français, qui est la langue de la région genevoise, et se mit à dire des choses étranges. Cette enfant de 2 ans, Hélène Smith, fut l'objet d'un intérêt particulier à l'Université de Genève et fut longuement étudiée par un psychopédagogue qui consacra 6 années de sa vie à son suivi. Théodore Flournoy pensait que Hélène Smith brisait toutes les règles métapsychiques car elle se mit à parler sanskrit. Et cela troublait les psychologues. Comment ce cerveau qui n'avait pas l'hérédité d'un individu pourvu d'une langue de cette nature pouvait-il s'exprimer en sanskrit? C'est une langue difficile, ancienne, parlée en Inde, dont l'alphabet a presque le double de caractères de la nôtre. Nous n'en avons que 23, il nous arrive d'avoir des difficultés, n'est-ce pas? Mais elle le parlait bien. Elle parlait donc français et sanskrit. Très trop, elle parlait déjà plusieurs langues. 8 langues vivantes, 2 langues mortes et 2 langues éteintes qui ne pouvaient être étudiées, car personne ne les connaissait, dont l'une aurait pu être la langue égyptienne des hiéroglyphes. Champollion, à cette époque, avait déchiffré ces signes kabbalistiques dans la tombe des pharaons. Et grâce à lui, il était possible d'interpréter les hiéroglyphes, car elle parlait. Alors, elle parlait et écrivait. Mais Hélène Smith parlait même une langue qu'elle disait provenir de la planète Mars. À ce jour, on ne sait si c'est exact. Elle a également révélé qu'elle était la réincarnation de Marie-Antoinette et a été minutieusement examinée par des chercheurs partis à la recherche d'un bureau ayant appartenu à la reine de France d'origine autrichienne. Il y avait un secret dans ce bureau et ils l'ont trouvé chez un particulier et le lui ont apporté. Elle leur a montré le secret où elle gardait des lettres de personnes qui avaient une grande affection pour elle. Puis un livre fut écrit par ce psychopédagogue intitulé « Des Indes à la planète Mars ». Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi des enfants qui se souviennent d'autres existences, des enfants qui prouvent qu'ils ont vécu auparavant. Entre-temps, vers 1955, à l'université de Prague, un jeune psychiatre de 25 ans faisait des expériences sur des psychopathes en leur donnant de l'acide lysergique numéro 20 pour altérer leur conscience et dans cet état, ils étaient schizophrènes avec une conscience altérée, ils disaient avoir vécu auparavant. Alors, des recherches ont été menées par des détectives prouvant que les personnes qu'ils prétendaient être avaient réellement existé et avaient fait ce qu'ils racontaient. Ce qui a amené l'éminent chercheur à publier le livre intitulé « Au-delà du cerveau », démontrant que ce n'est pas le cerveau qui pense. Le cerveau est un ordinateur qui décode la pensée. Le cerveau est donc la masse brune et grisâtre dans laquelle s'inscrit la pensée. Et les états modifiés de conscience conduisent à l'infra, au subconscient, à la conscience et à la supraconscience.
Mais ce remarquable psychiatre, psychiatre a déménagé aux États-Unis et a vécu en Californie où il a obtenu plusieurs diplômes universitaires. En Californie, il a créé un groupe d'étudiants en séminaire dans les années 1970 pour changer la tradition de la médecine américaine. Car la médecine américaine ne dit jamais au patient quel médicament il prend. Tous les remèdes hospitaliers sont codifiés et ils ont changé toute la méthodologie médicale. Puis, comme les statistiques parlent toujours de ceux qui meurent, il a donné des statistiques de ceux qui survivent. Par exemple, on dit que le cancer tue en moyenne 60% de ses victimes, ce qui est une moyenne généreuse. Mais ils ont réussi à prouver qu'en réalité, 80% des patients atteints de cancer survivent. En conséquence, seulement 20% meurent. Et la majorité meurt à cause du mot. Le mot a une magie. Vous avez un cancer? Et la personne pense, je vais mourir. Et elle commence à mourir de peur, mais aussi du fait d'avoir un cancer. Et il a réussi à prouver que le cancer est une maladie comme les autres. C'est juste une maladie perverse. Le cancer ne tue pas. Il affaiblit l'individu de sorte que d'autres maladies nocives finissent par tuer. Comme avec une terrible grippe, vous n'avez aucune résistance. Le cancer mine l'organisme, tue les défenses immunitaires, tout comme les autres maladies. C'est ainsi qu'après les recherches, on a commencé à s'intéresser au cancer avec plus d'attention. J'ai eu l'occasion de parler personnellement avec l'un des plus grands cancérologues nord-américains. Et nous avons tenu 2 séminaires, lui parlant de thérapie académique et moi parlant de thérapie spirituelle. Nous avons fait des séminaires tout un après-midi, puis des séminaires toute la journée pour les médecins, pour les invités spéciaux, les professionnels paramédicaux, infirmiers, etc. Plusieurs fois, le docteur Bernie Siegel nous a dit que la marque du cancer, le mot lui-même, est destructeur. Alors il préfère prononcer le mot technique que le patient ne connaît pas. Et lorsque le patient le découvre qu'il s'agit d'un cancer, il souffre de dépression. Il raconte une histoire impressionnante déjà narrée ici. Un homme était venu le voir avec un cancer et des métastases généralisées, qui lui dit « Vous êtes ma dernière chance. Je me demande si sur 1000 cas, j'ai une chance de guérir. » Non, aucune. Sur 1 million de cas, aurais-je une chance? Oui, sur 1 million de cas, vous auriez une chance. Alors, je suis la chance sur 1 million de cas. Il était impressionné car l'homme était perdu. À cette époque, des laboratoires suisses annonçaient qu'ils avaient trouvé le médicament qui pourrait rendre la vie du patient plus digne et même le guérir. Et le patient aux États-Unis avait lu cette nouvelle et avait demandé que ce médicament lui soit appliqué. Alors le docteur Bernie lui dit qu'il n'était pas en forme, que son corps était tellement affaibli que le médicament entraînerait sa mort par manque de résistance. Je signe une décharge, vous dégageant de toute responsabilité. Je vais mourir de toute manière dans 3 semaines, 1 mois au maximum, donc je meurs en 1 semaine en essayant de survivre. J'ai ce droit, et la loi américaine le permet. Alors il a signé, le docteur Bernie Siegel a administré le médicament le samedi en pensant « Eh bien, je vais le laisser ici, je vais rester vigilant à la maison car d'ici demain il sera mort. Son corps ne pourra le supporter. » Mais l'homme n'est pas mort, pas même le lundi matin à son retour à l'hôpital. Au contraire, il était debout à l'infirmerie et discutait avec les autres. 1 mois plus tard, il sortait, alors qu'il avait eu un cancer métastasé, un lymphome. Le médecin était très impressionné. Mais 6 mois plus tard, des journalistes américains, lors de recherches avec les services de santé, ont découvert que le médicament n'était pas suffisant contre le cancer et l'ont largement divulgué.
Lorsque l'ancien patient l'a lu, il a de nouveau eu un lymphome et s'est précipité à l'hôpital. Après l'avoir examiné, le médecin a dû constater que le cancer était réapparu rapidement et a dit « Mais monsieur, comment est-ce possible? Les journaux, la télévision disent qu'il s'agit d'un placebo. » Bien sûr, j'ai été déçu, je n'étais pas guéri, c'était juste une apparence. Alors, il s'est rendu compte que l'esprit aide l'individu à aller mieux, normal, ou à empirer, et même à mourir. Alors il lui dit « Non, non, il se trompe. C'est juste que la première dose envoyée par la Suisse ne contenait pas la recommandation de conserver le produit au réfrigérateur entre une dose et la suivante. Et nous avons appliqué le produit détérioré. La première dose s'est très bien passée, mais la deuxième dose s'est détériorée et le changement climatique a fait que le produit n'a eu aucun effet. Nous allons faire attention maintenant. » Il l'a donc sorti du réfrigérateur devant lui, le lui a appliqué et en un mois, il était complètement guéri. Il a même conduit son propre avion de retour dans le Midwest américain. Mais une autre révélation est apparue. Dans cette affaire de médicaments, il existe une mafia internationale et la nouvelle s'est répandue, selon laquelle il s'agissait simplement d'une fraude. Donc l'homme n'est jamais revenu car il est mort. Après avoir lu le témoignage des médecins, l'avis de certains, il s'est laissé entraîner. Le lymphome est revenu, il n'a plus consulté le médecin pour une autre thérapie. Cela montre donc le pouvoir de la thérapie placebo quand l'individu reçoit un produit qui n'a aucune valeur. Il reçoit de l'eau ou du sérum à partir d'une injection comme s'il s'agissait d'un remède spécifique. Et la personne qui est ignorante et à la foi, cette foi stimule le système nerveux central, nos neurones produisent des substances adaptées et notre bien-être et une auto-guérison se produit. Ce que la médecine appelle la fin du cancer, donc de lui-même il disparaît. Et le taux de guérison est si élevé qu'il tente de modifier les statistiques à venir. Ce qui a été le cas avec les problèmes de schizophrénie. Tout était schizophrénie. Jusqu'à récemment, l'autisme était de la schizophrénie. Notre docteur Juan nous allait donner ici une très belle conférence pour nous dire quand l'autisme a commencé à être étudié non comme une pathologie, mais comme une manière d'être de l'être individu. Il nous a offert une très bonne analyse en tant que spécialiste de l'autisme. Il vit ici et nous aide dans un premier temps avec certains enfants ayant des comportements difficiles à l'école. Donc, la question des pathologies mentales a été imputée aux médiums en disant qu'ils étaient hystériques, qu'ils étaient psychopathes, qu'ils étaient schizophrènes. Mais ensuite, Charles Richer et les recherches qui commencèrent à être menées en 1932 par un couple de psychologues a donné naissance à la parapsychologie. La parapsychologie a développé ses compétences. Or, le plus curieux, c'est que la métapsychologie et la parapsychologie ont choisi d'utiliser le même langage qu'Alan Kardec sur la médiumnité. Kardec disait que la médiumnité produit des effets intellectuels, écrire, parler, peindre, jouer du piano, etc. Ce sont des effets intellectuels. Et d'autres d'ordre physique, matériel. Les matérialisations, quand apparaissent les esprits, les dématérialisations. La médium Ana Prado se dématérialisait et une photographie laissait voir le bord de la chaise. Elle était parfaitement lucide. Juste la robe et pas le corps, juste le corps astral. Et nous la regardions tous. Nous pouvions voir ce qu'il y avait derrière la chaise. Elle a tenu à Belém do Pará des séances magistrales de matérialisation. C'est fantastique, tout est documenté avec des expériences inoubliables.
des photographies d'époque très bien réalisées qui ont survécu jusqu'à nos jours. Cela dans les années 1920. Ainsi, quand la métapsychique a commencé, elle a déclaré qu'il existe des phénomènes subjectifs, mentaux, et des phénomènes objectifs, matériels. Elle a donc utilisé la même définition que Kardec avec d'autres termes. Quand la parapsychologie est apparue, pour éviter toute connotation mystique, religieuse ou traditionnelle, on a utilisé des lettres grecques et on a formé des mots froids, comme psy, qui vient de psyché. Le phénomène psy. C'est une lettre qui vient du grec. PSI. Et quand c'est le phénomène du langage, alors psygama, ou un autre mot grec, ou psy-réceptif, qui correspond au phénomène intellectuel. Et les phénomènes d'ordre physique, mouvement sans contact, transport, objets qui volent, les phénomènes des barreurs de feu ont reçu le nom de psy-kappa, qui ne veut rien dire. Ce sont des phénomènes parapsychologiques et d'effets physiques. Or, d'autres phénomènes sont apparus qui ne rentraient ni dans le domaine intellectuel, ni dans le domaine physique, de matérialisation et de dématérialisation. Ainsi, un nouveau mot a été créé. Et ce mot parlait des phénomènes psi-theta. Theta est une lettre grecque et la première lettre du mot thanatos, qui signifie mort, phénomène au-delà de la mort. Quels sont-ils? Médiumniques. Donc les phénomènes psi-theta, quels sont-ils? Ce sont les phénomènes de mort, car theta, thanatos, signifie mort, étudié par la mère de la doctrine spécifique, la docteure Elisabeth Kübler-Ross. Née en Suisse, elle avait 2 sœurs jumelles et leur père était très strict. Il pensait que les femmes n'avaient pas le droit à la culture. Et comme il était très riche et qu'il avait des propriétés de nombreuses affaires, il voulait que ses filles travaillent pour lui. Mais Elisabeth était très spéciale. Elle réagit et partit étudier la médecine. Et comme son père continuait avec cette vieille idée, elle partit aux États-Unis pour étudier la psychiatrie à l'université de Chicago. Puis, elle travailla avec des malades mentaux et remarqua que tous les fous n'étaient pas si fous. Je me souviens de 2 choses, d'une anecdote et d'une phrase que je cite toujours. La phrase vient du philosophe cynique et pessimiste Friedrich Nietzsche, qui disait ce qui suit. Fou est celui qui perd le droit d'être considéré comme normal. C'était un psychopathe. Il souffrait de profonde dépression à cause de frictions avec sa mère qui était très pieuse, si bien qu'il était devenu athée. Il a écrit La mort de Dieu dans un livre immortel en littérature. Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche dit que chacun a droit à la vie. Le psychopathe est un citoyen, mais un citoyen malade. Et la société lui est redevable, car c'est un citoyen placé dans le milieu social. Il s'agit donc d'une œuvre très controversée, et il mourut dans le délire au début des années 1900 et laissa un remarquable témoignage de la philosophie matérialiste, avec la soi-disant mort de Dieu. C'est un texte tellement beau que j'ai pris soin de le mémoriser, bien que spirit, car il est incroyablement beau. Mais ces délires le dérangeaient. Ainsi, revenant à cette lettre theta, thanatos, la docteure Elisabeth avait remarqué que les patients présentaient des symptômes qui n'étaient pas classés dans les maladies mentales, dans le code des maladies mentales. Pourquoi?
Ce fut la première autorité psychiatrique en Amérique à mener des recherches sérieuses. Avant elle, il y avait eu un grand médecin de San Francisco, Carl Wickland, qui a laissé un ouvrage phénoménal, 30 ans parmi les morts. Il a écrit ce livre à San Francisco, en Californie, où il a fait des recherches sur les manifestations médiumniques de personnes souffrant d'aliénation mentale. La docteure Elizabeth avait commencé ses recherches à Chicago et demanda le soutien d'un religieux afro-descendant. Mais un jour, elle fut tant persécutée par le Ku Klux Klan et les préjugés américains qu'elle décida de tout abandonner. Et elle raconte son histoire et ses livres sont fascinants. Donc, désespérée, elle entra dans l'ascenseur pour aller demander sa démission et dit « C'est alors qu'une force incroyable a tiré ma robe au point de la gonfler. Une main invisible m'a poussée et une fois au rez-de-chaussée, un doigt étrange a fait revenir l'assassin en arrière et m'a ramené à mon cabinet, m'a jeté sur une chaise et la porte s'est refermée avec un grand claquement. Puis une voix dit « Élisabeth, ne t'arrête pas, aie du courage, tu triompheras. » Elle reprit donc son travail et parvint à rassembler une collection de 25 000 cas. Elle vivait désormais en Virginie, près de Washington, et le problème du sida apparut. Elle commença à étudier le sida et eut des difficultés personnelles avec le ministère de la Santé. Quand on parle des États-Unis et de l'Europe, on pense que tout est parfait, plus ou moins. La créature humaine est partout la même, un peu meilleure, un peu plus cultivée, un peu plus disciplinée, mais c'est la créature humaine. Elle avait donc fait venir des enfants de patients atteints du sida pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas été infectés. Mais le Ku Klux Klan avait décidé d'interdire l'entrée des porteurs du virus du sida en Virginie, car cette organisation blanche qui persécutait les Noirs était terrible. Mais elle soutenait que scientifiquement, il n'y avait aucun danger. Alors qu'elle était à l'université, sa maison et ses archives de 25 années de travail furent incendiées. Elle avait donc perdu son plus grand trésor. Mais entre-temps, elle était déjà entrée en contact avec des médiums en Californie et avait participé à des expériences lors de séminaires organisés dans une petite région de Californie avec des médecins, des scientifiques européens et américains, qui aboutirent à la création d'une nouvelle psychologie, la psychologie qui étudie les phénomènes paranormaux, la quatrième force de la psychologie. La docteure Ross finit donc par être aussi médium et elle le décrit. À la fin de sa vie, elle eut plusieurs AVC et cette femme volontaire partit vivre en Arizona, une région très chaude, proche du désert, et ouvrant son cœur, elle demandait à Dieu « Pourquoi que je dois vivre cette immense lutte face à la mort, face à la vie ?» au point de ne plus pouvoir communiquer qu'avec mes paupières. Elle ouvrait et fermait les yeux pour toute communication. Mais elle laissa un héritage extraordinaire sur l'interférence des esprits dans nos vies, donc sur les obsessions, qu'elle constata, elle et une élite de scientifiques, car elle avait commencé dans les années 60 et terminé plus ou moins vers 2000-2010 au plus tard, lorsqu'elle se désincarna. Elle a laissé une des peintures les plus notables sur l'être vivant et les 4 éléments de la santé intégrale. Puis, la science s'est intéressée à ses travaux. La parapsychologie s'est développée et y a trouvé des exemples si bien que le père de la parapsychologie, le docteur Joseph Banks Rhine,
et son épouse Louisa Hine, avec qui j'ai été personnellement en contact, ont même écrit que les morts existent et reviennent parler aux vivants. Donc, la parapsychologie ayant débuté dans les années 1930 était devenue dans les années 60 une véritable mode. Mais le moment arriva où la parapsychologie ne suffisait plus à expliquer tous les phénomènes et la psychotronique est apparue, utilisant ainsi les doctrines les plus modernes de la physique quantique. La psychotronique a démontré que les phénomènes mentaux interfèrent avec le comportement physique et la psychobiophysique a été créée. L'être psychique interfère avec l'être physique et vice-versa. Nous avons eu au Brésil le grand laboratoire de recherche de l'ingénieur Hernani Guimarães Andrade, décédé à 85 ans dans la ville de Bauru, laissant derrière lui une bibliothèque exceptionnelle. Comme c'était un de mes grands amis, il m'a donné plus de 50 livres sur la réincarnation. C'est le scientifique qui a le plus étudié la réincarnation. Des chercheurs américains de l'Université de Virginie sont même venus à São Paulo pour étudier avec ce Brésilien Hernani Guimarães Andrade. C'était un être doté d'un sens de l'humour extraordinaire. Il s'est avoué vaincu et est devenu spirit. C'était un homme très simple, un grand ami à nous et d'un autre ami, Miguel de Jesus. Il appelait Miguel de Jesus et disait « Allô, je veux parler à Jésus. » Et l'autre disait « C'est moi. » Et il disait « Ici, c'est Nani Guimarães des diables. » Car il avait réussi à secouer les structures de la parapsychologie en prouvant la réincarnation. Si bien que le spiritisme pouvait faire partie de la science spécifique des neurones et du cerveau. Il a constaté qu'en plus des problèmes nerveux de l'hérédité, qui sont des causes congénitales et internes, nous avons aussi d'autres causes, d'autres facteurs que la psychiatrie appelle événements de la vie. Par exemple, un enfant traumatisé, un enfant avec un père alcoolique, cet enfant sera déprimé, car il réprimera tant de choses à la maison, ou ce sera à cause d'une mère déséquilibrée, d'une famille inadaptée qui l'obligera à mentir pour éviter d'être battu. Le cerveau de l'enfant entre 2 et 6 ans, la période ludique, des fantasmes, de l'imagination, l'enfant se rend compte que s'il ment, il ne sera pas battu, alors il ment comme mécanisme de défense. Mais son inconscient réagit. Et lorsqu'il atteint l'âge adulte, il commence à penser, à passer par des conflits, un sentiment de culpabilité, de timidité, une peur inconsciente d'être révélé, et il tombera invariablement dans la dépression. Et la dépression est déjà une pathologie. Nous voyons là les causes physiques, c'est un événement de la vie, la perte d'une relation, une trahison, la perte d'un objet de valeur, la perte d'une amitié fraternelle et tant d'autres pertes rejetées dans l'inconscient et apparemment surmontées, mais la blessure reste. Plus tard, quand un incident lui rappelle, il fait un saut quantique avec la vieille idée, le souvenir revient et prend le dessus et la mélancolie arrive. Nous, les médiums, souffrons beaucoup de mélancolie. Périodiquement, j'éprouve de profondes mélancolies, qui sont des souvenirs du passé et des absences du présent, mais aussi des perceptions du futur. Parce que nous travaillons sur l'avenir, il est écrit, et de nombreux médiums peuvent le capter. En Russie principalement, des médiums notables durant la période du rideau de fer. Il existe plusieurs films 8 mm réalisés par des chercheurs russes sur les mouvements de pensée de Nina Kuladjina. C'était une incroyable médium. Des allumettes étaient placées sur un tube et elle restait concentrée.
L'orienteur lui demandait de les diriger vers la gauche et elle les poussait. Elle stoppait le pendule de l'horloge à gauche, à droite. C'est ce qu'on appelle la psychokinésie, l'arrêt matériel. Faire germer une plante ou des graines de citrouille pendant 20 minutes. Et elles produiront une citrouille en 2 heures. Rien de mystérieux, c'est parfaitement scientifique. Il s'agit d'accélération de particules. Les particules ont leur mouvement. En les accélérant, le temps nécessaire sera moindre, car elles ont été accélérées. Et on retrouvera cela chez des médiums notables. Au Pays des Ombres, qui est un des livres extraordinaires d'Élisabeth d'Espérance, aujourd'hui réincarnée au Brésil et médium, elle fut une des plus grandes médiums anglaises et aujourd'hui c'est une excellente médium brésilienne. Et tant d'autres phénomènes. Alors les sciences surgissent, mais le spiritisme a toujours précédé la science. Tout ce que les scientifiques prouvaient, Allan Kardec l'avait déjà dit. Pour finir, nous allons nous arrêter à la problématique des déséquilibres émotionnels, des déséquilibres mentaux provoqués par les esprits. Il existe une loi en psychologie dite loi des affinités. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui t'accompagne. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai qui tu es. Et c'est normal. Parfois, un jeune homme issu d'une famille distinguée fume de la marijuana ou du crack. Il se drogue et devient une loque. Et on se demande, mais ce n'est pas possible. C'est le fils d'une famille distinguée. Aujourd'hui, certes, mais c'est un réprouvé d'hier, venu dans un environnement sain pour se relever. Certains facteurs occasionnels ont augmenté ses conflits et il s'est mis à fumer de la marijuana, des cigarettes ou du crack pour oublier. Il s'est floué. Parfois, c'est une fille qui reçoit une éducation fantastique et qui passe subitement par un changement qu'Allan Kardec qualifie de mauvais penchants. Ils sont en nous, nous en avons tous. Le grand psychiatre Carl Gustav Jung qualifie d'ombre. Nous avons tous une ombre. Par exemple, l'individu est un caissier dans une banque, un excellent caissier. Soudain, lui prend l'envie de voler. Il sait qu'il sera attrapé, que lorsqu'il partira en vacances, le mécanisme qu'il a utilisé sera démasqué et qu'à l'heure du bilan, il manquera de l'argent. Malgré tout, cet individu vole de l'argent jusqu'à ce qu'il soit découvert. Et nous nous disons, mais ce n'est pas possible. Je me souviens d'un pasteur juif, il y a moins de 10 ans. C'était un homme impressionnant. Il parlait brillamment du judaïsme au Brésil. Il était doté d'une grande intelligence. Il participait à toutes les activités religieuses de n'importe quelle confession. Soudain, ils ont réalisé qu'il souffrait de kleptomanie, car il volait. Un jour, aux États-Unis, il avait voulu acheter des cravates. Et un scandale a éclaté. À l'époque, la revue O Cruzeiro, aujourd'hui Veja, a publié l'affaire en détail. Il portait un de ces sacs pour hommes à double fond, où il mettait plusieurs cravates ou parfums différents, et prenait le sac de sorte que l'objet tombait dans le fond, et ainsi il l'emportait. Mais les caméras dans une bijouterie ou un magasin de cravates très célèbre, je connaissais le nom de la rue, mais je ne m'en souviens plus, c'est une rue de Los Angeles, où vont les artistes, c'est très célèbre. Mario y est allé, à Beverly Hills. J'y suis aussi allé en passant. Ça a donc fait un scandale. Et c'était un représentant de la communauté juive internationale. Il a été hospitalisé et lentement il a disparu de la vie publique. Il vit toujours à São Paulo.
Aujourd'hui, c'est un anonyme. Il a subi de sérieux traitements, mais il ne s'est pas amélioré. Donc, la kleptomanie, la tendance à voler, beaucoup de gens en souffrent. C'est une maladie. Il y a aussi l'obsession. Une grande actrice qui gagne 20 millions de dollars par film a été arrêtée pour avoir volé un parfum d'une valeur de 68 $. Et ce n'était pas la première fois. Elle a aussi cette kleptomanie, cette tendance. Or, cette tendance est inspirée par des esprits ennemis qui dominent complètement la raison. La personne sait qu'une force la pousse à le faire. Elle sait que c'est un crime. Elle n'en a pas besoin, mais elle le fait. L'alcoolique lutte contre cette soif terrible que l'on appellera scientifiquement l'alcoolophilie. Alcoolisme pour la personne qui boit avec plaisir. L'alcoolophilie pour celle qui prend une substance alcoolique sous l'impulsion d'une contrainte, une obsession. L'obsesseur boit avec lui et s'imprègne des vapeurs d'alcool. Il y a d'autres secteurs de la vie comme cela, ce sont de terribles phénomènes d'obsession. J'ai reçu une lettre, il y a de nombreuses années, d'une dame d'une ville du sud de l'État. La mode à l'époque était d'utiliser un verre en plaçant des lettres de l'alphabet et des chiffres et avec le verre retourné de répéter les expériences parisiennes qui étaient faites avec une planchette qui tournait. Il y avait un pointeur, le médium plaçait son doigt et ce pointeur indiquait les lettres et les mots se formaient. Elle a commencé à utiliser un verre, car le Brésil adapte toujours. Donc, le Ouija, la tablette que j'ai cherchée et que je pense même faire fabriquer, car je n'en trouve pas à acheter pour notre musée. À Paris, j'ai été dans des librairies où le mouvement spirit était populaire, mais je n'en ai pas trouvé à ce jour. Alors, elle s'y est tellement consacrée qu'un jour, un ex-petit ami s'est manifesté et lui a donné un message. Très heureuse, elle s'est mise à avoir des réunions à tout instant. Elle est tombée sous le coup de la fascination. Obsession par fascination. Et il venait et lui donnait des messages, lui disait de belles choses. Toute personne sensible aime entendre de belles paroles. Qui n'aime pas entendre dire « je t'aime » ? Je me souviens que quand j'étais jeune, les déclarations d'amour étaient si belles, les messages d'anniversaire, les lettres. De nos jours, c'est si froid. On les trouve sur ordinateur et que personne ne m'envoie de carte de Noël par ordinateur, car je ne réponds pas. Je pense que c'est un manque de respect. Il y a même ceux qui sont un peu cyniques. Félicitations à tous ceux qui sont sur ma liste d'envoi. Joyeux Noël! Je ne répondrai pas. Quel toupet! Voyez plutôt comment c'était avant, tout comme les roses répandent les parfums sur les toits. Tu manques à mon cœur déchiré. Qui peut résister? Quelle fille peut résister à une telle lettre? Et ça terminait ainsi. Pour que ma soif de tendresse s'étanche, je baise éternellement ta main. Alors vous pouvez avoir de la compassion envers nous. De nos jours, je demande à mes petits-enfants, comment flirtez-vous maintenant? Parce que je ne sais pas flirter. Comment c'est? C'est vite fait. J'arrive, je la regarde, tu viens? Ok. Incroyable, mais quelle froideur. Alors le petit ami va la voir et dit, allons au cinéma, chérie. J'arrive, on va au cinéma, on va dîner, on y va. Au revoir. C'est pour ça que nous sommes tous désajustés. Il y a un manque de romance. S'il y a ici quelqu'un de romantique ou un homme romantique, j'ai de vieux livres, j'ai même toute une collection. La collection rose des romances éternelles de la grande écrivaine anglaise Jane Austen.
qui n'aimait que les roses, que le rose. La maison était rose, tout était rose. C'était la plus grande écrivaine d'amour de langue anglaise. Pour redevenir sentimentaux, tendres, imaginez la personne ayant un petit ami et il dit « Ciao ». Non, chérie, viens ici, fais-moi un bisou. C'est quoi ça, ciao? Je ne suis pas italienne, d'autant que ciao en Italie, ça ne veut rien dire au revoir, ciao. C'est pour tout. Bonjour chérie, ciao, comment vas-tu? Alors, quand le copain, le partenaire dit ciao, ok, come here, car en anglais c'est plus chic. Peux-tu me donner un baiser, chérie? Quel homme peut résister à cela? Maintenant, ce truc ciao à plus tard, ça ne dit rien. Avec cet air bourru, antipathique, qui peut le supporter? S'il vous plaît, mettez fin à cela, rien de tel que la tendresse. Laissez les expressions de l'amour faire briller vos yeux. Je vois des gens qui sont d'excellents amants, des petits amis, des gens mariés, mais avec ces yeux de chèvre tristes et mortes. Vous savez à quoi ressemblent les yeux d'une chèvre morte? Ni fermés, ni ouverts. À moitié ouverts. Avec tant de belles personnes, je pense donc que le monde est devenu fou. Tant de belles filles, et je demande à mes filles, « Avez-vous un petit ami? » « Non, mon oncle. »« Bon, je vais prier pour toi, c'est une injustice, mon Dieu. J'ai des nièces si belles, et il ne passe que des aveugles qui veulent « Tu viens, ok ?» Mais elles ne veulent pas « Tu viens, ok ?» Elles veulent « J'arrive et je reste ». Peut-il y avoir quelque chose de plus romantique? Il y a quelques jours, une amie m'a dit, « Écoute, Divaldo, nous sommes mariés, lui et moi, depuis 35 ans. C'est une personnalité juridique. Il est avocat. Ils ont donc fêté leurs 35 ans de mariage. Je l'ai félicité. Quand je suis allé le féliciter, il m'a dit ceci. Pour les hommes, d'après les lois terrestres, la peine maximale est de 30 ans. Et moi, je suis avec mon épouse depuis 35 ans. Une vraie condamnation, n'est-ce pas formidable? N'est-ce pas une leçon de beauté? Et elle rajeunit chaque jour. Par contre, ils sont un peu vieillots. Nous devons donc nous secouer un peu et éviter ces forces perturbatrices de l'intuition, de la télépathie, du pessimisme, de l'art et de la science d'être malheureux, comme nous les Latins aimons être malheureux. Je demande parfois, « Comment vas-tu ?»« Mal. »« Mais y a-t-il quelque chose ?»« Non, juste l'époque horrible. »« Mais ça va ton salaire ?»« Oui, ça va le salaire. Et le mari, ça va. Tout va bien alors. » Si bien que je me souviens de la docteure Kubler-Ross. « Tu vas bien ?»« Je vais bien. » Donc tout va bien. Nous devons nous tourner vers les pensées du psychothérapeute Jésus-Christ. Il est venu nous secouer. Aimez la terre, aimez la rivière qui chante, aimez le vent qui souffle, aimez la vie dans laquelle nous sommes plongés. Il est venu dire que le sens et l'objectif essentiel de la vie est d'aimer. Celui qui aime est très heureux, et effectivement, nous avons eu ici 684 enfants orphelins. Certains d'entre eux m'écoutent. Aujourd'hui, ils sont déjà parents, ils sont déjà grands-parents. Je leur ai presque interdit d'être grands-parents, parce que je deviens arrière-grand-père. J'assume, mais tétra, pas question. Un petit est arrivé. « Papy, je suis ton arrière-arrière-petit-fils. » Non, négatif. Ce mot est horrible et sonne comme le tétanos. Non, tu es le petit-fils de ton oncle. Voyez comme c'est mieux? Alors qu'arrière-arrière-petit-fils ressemble à une figure de musée. Non, Jésus est venu nous enseigner la tendresse. Il est venu nous dire de nous aimer les uns les autres, de souhaiter aux autres ce que nous souhaitons à nous-mêmes. Quelle thérapie de la part de cet homme! La docteure Anna Broff, psychiatre allemande et psychanalyste réputée, a écrit un superbe livre sur Jésus. Jésus, psychothérapeute. Nous devrions tous le lire. Elle fait un compliment émouvant à Jésus.
Le psychologue, le psychothérapeute a souvent besoin du dialogue onirique pour entrer dans l'inconscient. Jésus observait et pénétrait l'individu. Ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. Soit, tu as une autre chance. Le pardon ne consiste pas à effacer, c'est une chance. La thérapeute américaine du pardon disait que pardonner, ce n'est pas oublier l'acte commis contre nous. Ça, c'est une question de mémoire. Moi-même, qui ai déjà eu une bonne mémoire, je veux me souvenir et parfois je n'y arrive pas. Des fois, je veux oublier et je ne peux pas. Le pardon, ce n'est pas rendre le mal qui nous a été fait. C'est si facile. Quelqu'un ne m'aime pas, pas de chance pour lui, car je continue à l'aimer. Ça, c'est le véritable amour. Maintenant, avec le temps, comme je n'ai rien contre lui, je vais oublier. Mais le jour où je le rencontre, le démon de l'inconscient lâche. Et dit Valdo, tu te souviens-tu de lui? Oui, bien sûr, mais maintenant il est vieux. Il traîne la jambe, il porte un dentier. Alors quand il se couche, il met le dentier dans un verre. C'est donc quelqu'un qui a besoin de notre tendresse. Je suis une personne publique et toute personne publique est aimée et détestée. Plusieurs m'ont déjà dit « je vous détestais, je vous trouvais très antipathique ». Ah, j'ai bien aimé le verbe, pourquoi? Je vous trouvais donc, ce n'est plus le cas. Non, j'ai un peu changé ma façon de penser. Et si vous vivez avec moi, vous changerez encore plus, car je ne suis pas ce qu'il paraît. Je suis ce que je suis. Vous m'avez jugé comme bon vous semble. D'autres disent, mais dit Valdo, tu es si saint, si humble. Attention, ramène-moi chez toi, laisse-moi y passer un mois et cette tendresse deviendra une tragédie. C'est un dicton baïanais. Si tu veux connaître quelqu'un, mange 1 kilo de sel avec lui. D'ailleurs, nous avons ici un très bon cardiologue et il déconseille de manger du sel. J'en mets pour assaisonner, mais il dit « Ne mets pas de sel, nous avons plusieurs ennemis blancs. » Comme le sucre, le sel, bon, c'est un plus en dehors de la doctrine pour avoir une belle vie. Donc, l'obsession a des caractéristiques très subtiles, comme quand on commence à s'irriter en se disant « cet individu ne m'aime pas, vois comment il me regarde ». C'est déjà une pathologie. Elle est très bien classée dans les pathologies psychiatriques. Mais quelque chose en moi ne cesse de me provoquer. Alors l'individu se dit, « Tu vois, il me critique. » Alors commence un monologue. Je me parle à moi-même. Et bientôt, j'ai le sentiment que quelqu'un répond. Un dialogue s'installe. Qu'en penses-tu? Aujourd'hui, c'est difficile de savoir si c'est un fou dans la rue, car les gens se promènent avec leur portable. Et parfois, ils rient. Il est très difficile aujourd'hui de faire une analyse psychologique de la société, car les gens parlent simplement au téléphone, et il y a aussi ceux qui parlent très fort au téléphone, qui crient et disent des mots grossiers. Comme nous avons perdu le sens de la bonne conduite, le sens éthique, le respect du droit de l'autre, savoir se comporter correctement. On va au restaurant, on ne peut pas parler parce que les gens crient et mettent de la musique, même pour manger. Alors, on ne peut parler. Et on devra supporter ces horribles chansons. On m'a emmené en Europe, dans un de ces restaurants pour jeunes. J'ai tellement détesté ça que j'ai oublié le nom. C'est un restaurant qui fait du rock. Alors la personne y va et on ressort totalement sourde. Et c'était à Venise. J'avais déjà été à Venise. C'est une île pleine de boue qui souffre des marées que personne ne peut supporter. Mais c'est une belle ville. C'est Venise. Si c'était ici à Pau d'Alim, ce serait censuré. Mais c'est Venise. C'est différent. Et les gens criaient. Les jeunes poussaient de tels cris qu'avec mon ami, nous avons cherché un endroit sans haut-parleur.
Nous avons 5 fois changé de table. À chaque fois que nous arrivions, le bruit était plus fort. Écoute, on reste silencieux, sinon on meurt enroué, sans avoir communiqué. Mon Dieu, c'est fou. Et les jeunes de la famille disaient, « Alors, Divaldo, tu as aimé? » « Oui, mon garçon, c'est la dernière fois de ma vie. » Nous devrions retrouver le sentiment de santé spirituelle, de santé mentale, de santé sociale, de santé domestique, de bonnes habitudes apprises à la maison. Nous laissons tout cela derrière et nous sommes des personnes instables, agitées, turbulentes et malheureuses, avec de nombreux problèmes. Dans ce domaine, les esprits turbulents, malheureux, narquois, interviennent et commencent à vivre avec nous, comme mon amie au vert qui m'écrivait qu'elle avait tellement attiré son amoureux que devant son miroir, elle se voyait à moitié elle-même, à moitié lui. Elle était mariée et dans les caresses de son mari, elle voyait son petit ami se nourrissant aussi de leur énergie sexuelle. Elle était donc folle, incomplète, tourmentée. C'était l'une des obsessions les plus cruelles que j'ai jamais vues. Je lui ai demandé de venir à Salvador car je ne peux l'aider par correspondance. Alors samedi prochain, on conclura par des cas d'obsession. Quiconque veut savoir comment se termine l'obsession, ce sera samedi, si Dieu le veut. Prions maintenant pour maintenir cette atmosphère joyeuse de Noël, car il existe une sorte de dépression saisonnière. Et chaque fois que Noël, le Nouvel An, le Carnaval, Pâques ou un anniversaire arrive, la personne s'assombrit et souffre de dépression saisonnière. Maintenons notre niveau de joie, joie de vivre, joie de la naissance de cet enfant devenu l'homme lumière de l'humanité. Prions.